Et comme promis, voici donc le journal de l'économie avec vous, Myriam Mascarello, bonsoir. Bonsoir Vincent. Et on commence donc par la situation à Chypre, une situation qui reste toujours bloquée, pas d'accord sur un plan d'aide européen, et les banques vont donc rester fermées jusqu'à mardi prochain. Voilà, elles devaient rouvrir ce jeudi, elles resteront fermées jusqu'à mardi. Pourquoi ? Parce qu'on craint évidemment que dès qu'elles ouvrent, les épargnants retirent leurs économies pour ne pas payer la fameuse taxe dont on parle tant. Hier, le Parlement chypriote a voté donc contre la taxation des dépôts, à la fois pour protéger les petits épargnants, même si jusqu'à 20 000 euros de dépôt, il n'y avait pas de taxe, mais au-delà, il y en avait une, et aussi pour protéger les gros clients russes, bien évidemment, qui représentent un tiers quand même des dépôts dans les banques chypriotes. Alors la question ce soir, c'est de savoir si Chypre va se tourner vers la Russie pour régler donc ses problèmes bancaires et ses problèmes de finances publiques. Le ministre chypriote des Finances est à Moscou. On parle parmi les pistes envisagées d'un prêt de Gazprom Bank en échange du droit d'exploiter les ressources de gaz de Chypre, ce qui permettrait donc à Chypre de se passer de l'aide européenne, ou en tout cas de la minorer, de la minimiser. Et évidemment aussi, l'Union européenne ne voit pas cette intrusion russe d'un très bon œil, parce que Chypre, c'est une île stratégique en termes militaires, c'est une île stratégique aussi en termes de ressources. On parle du gaz, et c'est important le gaz, puisque l'Union européenne dépend beaucoup du gaz russe. Bref, l'Union européenne se dit oui, bien sûr, je suis ouverte à un plan B, mais lequel ? Écoutez les limites posées par Angela Merkel, la chancelière allemande. Nous pensons que le secteur bancaire doit être mis à contribution pour amener la dette chypriote à un niveau supportable. C'est pourquoi nous, je veux dire la Troïka, continuons à négocier. Bien entendu, nous examinerons toutes les propositions que nous fera Chypre avec grand respect. Chypre est notre partenaire dans la zone euro et nous sommes dans l'obligation de trouver ensemble une solution. Trouver ensemble une solution. Est-ce que donc Chypre va pouvoir rester dans la famille européenne ? Et je pose cette question à notre invité, Eric Delannoy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président, directeur général de WIV Conseil, donc un spécialiste du secteur bancaire, notamment conseil aux entreprises et aux banques. Alors ce plan B entre Chypre et la Troïka, quel peut-il être ? Alors le plan B, ça va dépendre de l'impératif politique qu'il y a à vouloir satisfaire Poutine si on souhaite l'intégrer à l'Eurogroupe ou pas, ou si on veut avoir une souveraineté européenne. Et ça pourrait ressembler à la volonté de faire que Chypre cesse d'être un paradis fiscal dans l'Europe, d'une part, et arrive progressivement vers l'harmonisation fiscale vers laquelle de toute façon on va aller au niveau de l'Europe. Ça se traduit comment ? Ça se traduit vers un équilibre un peu mieux réparti entre la fiscalité sur les entreprises, qui est une des plus basses d'Europe. Il faut voir que Chypre est aujourd'hui le réceptacle d'entreprises qui ont une activité en dehors de Chypre, mais qui y vont simplement parce qu'ils sont taxés de manière extrêmement faible. 10%, qui a été amené à 12,5% dans la proposition, et qu'il faudrait amener bien au-delà, puisqu'on est sur des taux qui sont très largement inférieurs à ce que connaît l'Europe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, faire en sorte que Chypre ne soit plus un paradis fiscal un petit peu opaque, même s'il y a eu des conventions de signer. Dans la pratique, c'est pas mis en œuvre. Et surtout quand on est en relation avec le Moyen-Orient ou la Russie. Et pour ça, au lieu de taxer l'intégralité des épargnants chypriotes, on pourrait se dire qu'on va taxer les non-résidents et les grands clients domiciliés à Chypre au-dessus des 150 000 euros. Ok, mais alors, j'ai envie de vous dire, qui peut forcer Chypre à ne plus être un paradis fiscal, à renoncer à l'argent des milliardaires russes ? Personne, pas l'Union européenne. Non, on ne peut pas les forcer à rentrer dans cette logique-là. Simplement, il faut quand même que Chypre comprenne qu'il y a un intérêt stratégique à rester dans l'Europe, parce que, comme on l'a montré pour le Portugal, pour la Grèce et d'autres pays, en termes d'infrastructure, si l'Europe peut proposer un projet, Chypre en bénéficiera. À ce titre-là, il est d'ailleurs absolument scandaleux, et on ne le note pas beaucoup, qu'il y ait Gazprom qui soit capable de faire une proposition d'exclusivité de gisement contre un prêt de X milliards d'euros, et que l'Europe soit incapable de faire avec ses fleurons de l'industrie pétrolière européenne le même genre de proposition pour conserver l'exploitation du gaz chypriote au sein de l'Union européenne. Voilà une autre voie de sortie si on avait une politique stratégique européenne au niveau énergétique et si on avait un projet à proposer à Chypre. Donc l'Europe, véritable lieu de développement économique à long terme de Chypre, c'est la conclusion peut-être de cette interview. Merci Eric Delannoy, donc PDG de WIV Conseil.
Merci. Et tout ça nous amène à parler des marchés financiers. Myriam, comment réagissent-ils ce soir à cette inquiétude chypriote? Avec un sang-froid étonnant, parce que clairement, ils sont habitués en quelque sorte au drame européen et se disent qu'il y aura forcément une solution de dernière minute. Regardez Paris, les chiffres, Paris qui bondit de 1,43%, Londres qui recule à peine, et on verra pourquoi, 0,13%, Francfort qui termine en hausse de 0,68%. J'ajoute quand même que l'optimisme européen est nourri aussi par les déclarations du patron de la Fed, Ben Bernanke, le patron de la Banque centrale américaine, qui a clairement réaffirmé le soutien actif à la reprise économique aux États-Unis. Et dans ce climat, Myriam, ce soir, Londres fait un peu figure d'exception, hein. Il faut dire que le gouvernement britannique a annoncé un nouveau plan d'austérité et une révision à la baisse de son taux de croissance. Voilà, le gouvernement britannique prévoit une croissance de 0,6% pour 2013, c'est 2 fois moins que sa prévision de la fin de l'année dernière. Son déficit budgétaire à la Grande-Bretagne va rester à 7%, il est à 7%. Sa dette ne baissera pas avant 2017-2018, donc on est loin des objectifs fixés par le gouvernement Osborne, qui pourtant maintient le cap de l'austérité, annonce plus de 3,5 milliards de coupes budgétaires dans les budgets publics hors éducation et hors santé. Et ce budget comprend aussi des aides, notamment en fiscalité des entreprises, abaissées à 20% d'un point de moins, une relève du plafond des non imposables. On essaye de donner un peu de pouvoir d'achat. Et puis surtout, en fait, le gouvernement britannique, il compte sur l'arme monétaire, il compte sur la Banque centrale pour faire comme la Fed, pour faire du quantitative easing, comme on dit en français, c'est-à-dire injecter des milliers d'euros, en l'occurrence, enfin des milliards d'euros dans le système économique pour créer de la richesse et créer de l'activité. Et on a changé aujourd'hui le mandat de la Bank of England, la Banque centrale européenne, pour lui permettre de faire cela. Et il y a justement un autre pays qui s'apprête à sortir le bazooka monétaire, si on peut dire, c'est le Japon. Oui, Tokyo a dégainé aujourd'hui même en nommant un nouveau patron donc à la Banque centrale japonaise. L'objectif, c'est ça, d'injecter à nouveau des liquidités dans la machine économique. Et là, le mal, ça s'appelle la déflation, c'est-à-dire qu'au Japon, les prix baissent alors que la croissance est atone et on veut sortir de cette situation. Explication de nos correspondants à Tokyo, Marie Linton et Guillaume Bression. Au revoir Masaaki Shirakawa. Après 5 ans à ce poste, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Japon cède la place à Haruhiko Kuroda. À 68 ans, l'ancien patron de la Banque de développement asiatique a un objectif, enrayer la déflation, une arme, l'assouplissement monétaire tous azimuts. Ça va être un assouplissement qui devrait être assez similaire à ce qu'a mené la Banque centrale américaine durant ces dernières années après le Lehman Shock. Un programme parfaitement en phase avec le Premier ministre Shinzo Abe qui a soutenu le candidat Kuroda. Main dans la main, les deux hommes vont tout faire pour atteindre 2% d'inflation d'ici 2 ans, un objectif ambitieux. Il est très difficile d'atteindre cet objectif simplement par des mesures monétaires et économiques. Comme la déflation a persisté depuis 15 ans, il faudrait changer l'état d'esprit des personnes et des sociétés au Japon. Un nouvel état d'esprit qui commence par une hausse des salaires selon le Premier ministre japonais. Pour le moment, les entreprises se montrent réticentes, à l'exception de quelques-unes comme les supérettes Lawson, qui ont récemment décidé d'augmenter de 3% une majorité de leurs employés. Si toutes les entreprises font comme nous, la consommation des Japonais augmentera. À long terme, plus de clients viendront dans les supérettes Lawson et notre groupe en bénéficiera. En attendant, le nouveau gouverneur de la Banque du Japon pourrait commencer à acheter des obligations d'État à long terme et étendre le programme d'achat d'actifs. Des mesures agressives qui pourraient faire baisser davantage le yen et relancer la guerre des monnaies. Et voilà donc pour l'actualité économique ce soir. Merci Myriam Mascarello. Il est 20h28 à Paris. Dans moins de 2 minutes, nouveau journal, Paris Direct continue. Restez avec nous bien sûr sur France 24.